Alors, révision sur les chapitres de l'énergie cinétique potentielle mécanique et ensuite de l'énergie électrique. Alors tout d'abord, concernant les énergies mécaniques, on va commencer par définir le travail d'une force. Le travail d'une force se note W du point A au point B d'une force F. Ça représente l'effet ou l'énergie que le système va recevoir sous l'effet de cette force lorsque on va se déplacer du point A au point B. Donc le travail d'une force, par définition, c'est un produit scalaire. C'est le produit scalaire de la force F, du vecteur F, scalaire, le vecteur AB, le vecteur déplacement. Le produit scalaire, vous avez vu en maths que c'est égal à la norme de F multipliée par la norme ou la valeur de AB multipliée par le cosinus alpha, c'est-à-dire l'angle alpha, c'est l'angle formé entre le trajet AB et la direction de la force F. Alors on peut avoir différents exemples. Alors par exemple, alors, le travail d'une force, en fait, par exemple pour le poids, donc c'est mg puisque c'est P multiplié par le déplacement. Le déplacement, ça sera YA moins YB. YK étant la position de départ, YB la position d'arrivée. Donc ça veut dire que si YA est plus grand que YB, le travail sera positif. Si YA est plus petit que YB, c'est-à-dire que l'objet va monter en fait, et bien là, à ce moment-là, le travail du poids sera donc négatif. Alors, le travail d'une force qui est constamment perpendiculaire au mouvement, ça veut donc dire que la force fait un angle de 90 degrés par rapport au déplacement, ce qui veut donc dire que le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le déplacement fait 90, donc le travail sera donc égal à 0. Puisque cosinus de 90, ça fait bien 0. Donc une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas, ça c'est très important. Et enfin, un autre exemple de force, c'est les forces de frottement, qu'on appelle petit f, qui sont constants sur une trajectoire rectiligne, uniquement sur une trajectoire rectiligne. Alors on aura quoi? On aura la force de frottement qui sera opposée au déplacement, ce qui fait qu'on va avoir un angle de 180 degrés, d'où le signe moins. Et donc le travail de la force de frottement s'écrira F fois AB, et le travail sera du coup considéré comme négatif. Alors, autre point important dans ce chapitre, c'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, elle est d'autant plus grande que la masse est importante. Mais elle est aussi d'autant plus grande que la vitesse est importante, puisque la vitesse est au carré. Et donc l'énergie cinétique s'exprime sous la forme 1/2 fois la masse, donc la masse toujours en kilogrammes, fois v au carré. Et donc la vitesse s'exprime en mètres par seconde, donc bien transformer des km/h en mètres par seconde, à vous rappeler avec le facteur 3,6. Et donc l'énergie cinétique, comme c'est une énergie, se mesure en joules. Voilà, donc on vient de voir le travail. Et donc, alors à propos du théorème de l'énergie cinétique, pour terminer, donc, alors ça, ce théorème-là, il faut vraiment le connaître par cœur. Si on vous demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique, il faut bien dire que la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement, qui va d'un point A à un point B, est égale à la somme, on a le symbole ici, à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. C'est-à-dire que ça va être la somme des forces extérieures, donc ça peut être des forces, on verra tout à l'heure, conservatives ou non conservatives. Donc la variation d'énergie cinétique se note delta. Delta, c'est une variation d'énergie cinétique. Et cette variation d'énergie cinétique qui va de A à B, c'est toujours l'énergie cinétique finale, donc au point B, moins l'énergie cinétique initiale, donc au point A. La variation se mesure en joules. Le travail, lui aussi, se mesure en joules. Alors, si on doit appliquer ça à un système, considéré qui possède plusieurs forces, F1, F2, F3, donc il va falloir faire le travail du point A au point B de la force F1, plus le travail de A à B de la force F2, etc. Donc c'est bien la somme des travaux des forces. Alors si je prends l'exemple de ce toboggan, là on a notre situation réelle,
Donc on a une petite fille qui glisse sur un toboggan. Donc le choix du système, le système, ce sera la petite fille, qu'on va représenter par un point matériel, qu'on appellera G, c'est-à-dire le centre de gravité. Ensuite, une fois qu'on a défini notre système, on doit définir dans quel référentiel elle se déplace. Donc on voit ici qu'elle se déplace par rapport au sol, par rapport à la Terre. Donc on pourrait considérer le référentiel comme terrestre, on dit considéré comme galiléen. Et une fois que le système, le référentiel sont choisis, là on peut faire ce qu'on appelle le bilan des forces. Donc si on fait le bilan des forces appliquées à la petite fille, on a la réaction R du toboggan, qui est donc perpendiculaire au déplacement, la force de frottement, qui s'oppose au déplacement qui elle est orienté vers le haut, et enfin le poids P vertical vers le bas. Donc en fait, si on doit faire si on doit appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on dira à ce moment-là que ECB, si on va jusqu'au point B, énergie cinétique finale, moins ECA, énergie cinétique initiale, est égal donc, comme on le voit ici, à la somme des travaux des forces. Donc le travail du poids, le travail de la force de frottement, plus le travail de R. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On voit que le travail de R, il est perpendiculaire au déplacement. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que cosinus de alpha égale 90 degrés. Donc le travail de R, ça fera 0. Plus le travail de la force de frottement. La force de frottement s'oppose au déplacement, donc s'écrira sous la forme plus, donc ça fera plutôt moins, donc moins F fois le déplacement AB. Voilà. Et ensuite, il nous reste à trouver le travail du poids. Donc le travail du poids, comme on l'a expliqué, on va dire que c'est égal à M fois G, puisque P égale M fois G, fois, et bien à ce moment-là, on va dire YA moins YB. Alors, si on connaît, par exemple ici, la hauteur, mettons, on l'appellera petit h, cette hauteur, et bien on voit ici qu'on a un triangle rectangle. Donc ça veut dire que si on connaît ici l'angle qu'on peut appeler, je sais pas moi, bêta par exemple, l'angle de la pente, et bien comment faire pour remplacer YA moins YB par H? Ben ici on voit qu'on a un triangle rectangle. Et donc quels sont les côtés qui nous intéressent? Les côtés qui nous intéressent, ben, c'est YA moins YB, c'est-à-dire la valeur de AB finalement, et H. Donc en fait, nous ce qu'on veut, c'est la hauteur H. Mais si on connaît AB, mais qu'on ne connaît pas H, et ben en fait, on voit que dans ce triangle rectangle, on a le côté opposé et l'hypoténuse. Donc la formule trigonométrique qui permet de passer du côté opposé à l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc ça sera sinus de bêta, qui est donc égal au côté opposé, donc c'est petit h, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Donc, comme petit h c'est YA moins YB, je peux dire que le travail du poids s'écrira sous la forme M fois G fois ma petit h, ça sera égal à AB fois sinus bêta. Donc je peux remplacer ça par AB fois sinus bêta. Donc ensuite, je vois que ECA, la petite fille, part sans vitesse initiale. Donc ECA égale à 0. Donc il me restera 1 demi de mVb carré qui sera égal à moins F fois AB, moins F fois AB, pardon, voilà, plus mg fois AB fois sinus bêta. Donc on voit que si on veut, à partir de cette formule-là, on peut en déduire par exemple la vitesse à laquelle la petite fille va arriver en B. Donc pour ça, il faut donc isoler VB carré. Donc il faut donc tout diviser par M, tout multiplier par 2, et on obtient VB. Donc on aura d'abord VB au carré, mais si on veut VB, ensuite il faudra bien prendre la racine carrée. Alors qu'est-ce qu'on aura sous la racine carrée? Donc si on multiplie tout par 2, ça va nous donner moins 2 fois F fois AB.
le tout divisé par petit m, pour le premier terme, et pour le deuxième terme, si on multiplie par 2 et qu'on divise par m, ben, il restera 2 fois g fois AB fois sinus bêta. Voilà ce qu'on aura sous la racine carrée, puis après ben, il faut remplacer par les valeurs. Donc voilà un exemple d'application qui permet de retrouver la vitesse à partir du théorème de l'énergie cinétique. Alors maintenant, on va parler de force conservative et de force non conservative. Alors une force est conservative si son travail, on avait dit, est indépendant du chemin suivi. On peut donc définir par rapport à ça une énergie potentielle. Et donc l'énergie potentielle, ben, par exemple, un exemple de force conservative que vous connaissez, c'est le poids. Donc ça veut dire que le travail du poids lorsqu'on va de A à B par ce chemin-là sera le même que si le poids passe par le chemin C2. Ça veut donc dire qu'on a bien une force conservative et à ce moment-là, on pourra dire que le travail du poids, WAB, est lié à l'énergie potentielle de pesanteur. Et ce travail du poids, enfin plutôt l'énergie potentielle de pesanteur, est donc égale, la variation est donc égale à moins le travail du poids, on avait dit. Et cette énergie potentielle de pesanteur est liée à la masse, en kilogrammes, à G, la norme du champ de pesanteur, et à Y. Ça veut donc dire que plus Y est grand, plus l'énergie potentielle de pesanteur est grande. Mais une énergie potentielle de pesanteur est toujours définie par rapport à une constante, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, lorsqu'une force n'est pas conservative, c'est-à-dire que le travail dépend du chemin suivi, on le voit ici avec la force de frottement. Si la force de frottement passe de A à B direct, on aura un chemin, on aura un travail beaucoup plus faible que si la force de frottement passe de A à C par exemple, et de C à B. Donc là, le travail n'est pas le même selon le chemin suivi. Alors tout ça m'amène à définir donc l'énergie potentielle de pesanteur. Donc cette énergie potentielle de pesanteur, comme on l'a expliqué, elle est liée à l'altitude. Alors l'altitude peut être notée Y ou peut être notée Z, comme vous voyez ici. Donc ça s'écrira toujours énergie potentielle de pesanteur égale M en kilogrammes, G en newton par kilogramme et Z en mètres. Et donc c'est l'axe toujours orienté vers le haut. Voilà. Si l'axe est orienté vers le bas, à ce moment-là, ça sera moins mgz. Donc une énergie potentielle de pesanteur est toujours définie à une constante près. Mais cette constante, généralement, elle est toujours choisie égale à 0 parce que c'est juste pour pouvoir définir ce qu'on appelle une énergie potentielle de référence. C'est-à-dire que là, par exemple, on est au niveau du sol. Donc on considère que l'énergie potentielle de pesanteur vaut 0. Et lorsque la grue remonte la voiture monte d'une altitude z. Et à ce moment-là, son énergie potentielle va devenir mgz. Voilà. Donc ça concerne donc l'énergie potentielle de pesanteur. Et enfin, maintenant, on arrive à l'énergie mécanique. Donc à chaque force conservative est associée une énergie potentielle. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et on a dit que l'énergie potentielle, plutôt la variation d'énergie potentielle, delta de EP, qui est donc égale à EPB moins EPA, en joules, est égale, on a dit, à moins le travail de A à B des forces conservatives. Ça, c'est la variation d'énergie potentielle qui est égale à ça. Donc, le travail en joules, l'énergie potentielle en joules. Et donc, si on doit appliquer la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est ce qu'on vient de voir, on l'écrira M fois G fois Z. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et donc, qu'est-ce que c'est que maintenant l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc voilà comment on définit l'énergie mécanique. Alors maintenant, on va s'intéresser à la variation d'énergie mécanique qu'on va appeler delta de EM. Et par définition, delta de EM, lorsqu'on va de A à B, c'est EM final, donc EMB moins EM initial. Alors deux cas peuvent se produire. Soit cette variation d'énergie mécanique, lorsque le système va de A à B, et si ce système n'est soumis qu'à des forces non conservatives, alors, à ce moment-là, delta de M égale à 0. Donc on dit que l'énergie mécanique, dans ce cas-là, se conserve. Il n'y a pas de force non conservative dans ce cas. Donc la somme des travaux des forces non conservatives à un système, dans ce cas-là, est nulle. Donc ça, c'est le cas où on aura conservation de l'énergie mécanique. Maintenant, si la variation d'énergie mécanique d'un système entre A et B
n'est pas nulle, alors elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des travaux des forces de A à B, mais attention, des forces non conservatives uniquement. Et donc ça voudra dire que EMB moins EMA est égal à la somme des travaux des forces non conservatives de A à B. Et là, donc à ce moment-là, deux cas possibles, soit les forces non conservatives exercent un travail moteur, donc à ce moment-là, ce terme-là sera plutôt positif, et donc la variation d'énergie mécanique va augmenter. Ou alors, si on prend l'exemple des forces de frottement, on a vu tout à l'heure qui exerçaient un travail résistant, le travail donc est donc négatif, et alors à ce moment-là, delta de EM devient négatif, donc EMB sera plus petit que EMA, donc l'énergie mécanique diminue. On peut avoir les deux cas en dit. Donc, à quoi sert cette variation d'énergie mécanique? D'après ce théorème, elle permet de déterminer plusieurs choses. Elle peut permettre de déterminer par exemple des valeurs de vitesse ou des valeurs de position, puisqu'on sait que déjà EM, c'est à la fois EC plus EP. Donc EC, grâce à EC, on peut trouver des vitesses. Grâce à EP, on peut trouver des positions. Ou alors, on peut, grâce à cette formule, par exemple, trouver des travaux de force, en particulier non conservatives. Ou alors, on peut aussi, connaissant le travail de la force non conservative et connaissant delta de EM, on peut en déduire la valeur de la force non conservative. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait en exercice. Voilà tout ce qu'on peut vous demander à partir de ce théorème de l'énergie mécanique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait aussi vous demander? On peut vous demander aussi d'analyser des courbes, on avait dit. Donc dans le cas où le système n'est soumis qu'à des forces conservatives, delta de M égale à 0. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique, il n'y a pas de variation, elle sera toujours constante. Donc on voit qu'on a trois courbes ici. Donc forcément la courbe pour laquelle qui est tout en haut et qui est constante, ça sera toujours l'énergie mécanique puisque c'est à la fois l'énergie cinétique et potentielle. On voit bien que la somme des deux s'additionne. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'énergie cinétique ici, elle est maximale, elle diminue et elle réaugmente. Donc là, on voit que l'énergie cinétique diminue puis réaugmente. Et là, on voit que l'énergie potentielle part de 0, s'élève, donc augmente en altitude et rediminue. Donc en fait, on voit bien que on a à la fois un objet qui s'élance, qui a un mouvement parabolique, et ça c'est EP qui le montre, et on voit que la vitesse varie, et ça se traduit par la variation de la courbe EC. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pour que l'énergie mécanique reste constante, on dit qu'il y a un transfert d'énergie. On passe par exemple d'une énergie cinétique là, qui diminue, et qui se transforme en énergie potentielle qui augmente. Et puis dans le deuxième temps, c'est l'inverse. C'est l'énergie potentielle qui augmente et l'énergie cinétique qui diminue. Donc il y a vraiment un transfert entre les deux énergies. Maintenant, si on passe au système soumis à des forces non conservatives, c'est-à-dire que delta de M peut être positif ou négatif, alors à ce moment-là, on va voir dans ce cas-là, par exemple, l'énergie mécanique diminue. Donc comme l'énergie mécanique diminue, ça veut donc dire que le travail des forces non conservatives est négatif. Et donc, on voit que si ça diminue, c'est tout simplement parce que on sait que l'énergie mécanique, si elle diminue, il y a forcément, d'après Lavoisier, une conversion d'énergie. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si l'énergie mécanique diminue, c'est que forcément, cette perte d'énergie mécanique, cette diminution est due à ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est-à-dire que ça va se transformer en énergie thermique par dissipation par effet Joule. Et donc le cas contraire, si on a un gain d'énergie mécanique, c'est dû à une force motrice qui va exercer un travail moteur. Voilà. Alors pour finir, je vais faire une petite application avec un exercice. Par exemple, on sait que Shambhala, c'est un parcours de montagne russe en métal du parc PortAventura situé en Espagne. Et ce manège détient le record de la descente la plus haute, au terme de laquelle le train de masse M possède une vitesse de 140 km/h. Les frottements sont négligés. Le train est supposé aborder la descente avec une vitesse initiale nulle. On donne la valeur de G et on demande d'exprimer la variation d'énergie cinétique du train entre le point le plus haut du manège et le point le plus bas. Alors pour résoudre ce problème, donc, il faut forcément appliquer les deux formules. Donc on va chercher ECB moins ECA, qui est donc la variation d'énergie cinétique. On écrit toujours l'expression littérale d'abord, vous voyez. Donc en B, on a une vitesse finale, donc on a 1/2 de mv final au carré, moins ECA, sauf qu'au départ, au point A,
on a dit que la vitesse était nulle, donc ça fera 0. Donc la variation d'énergie cinétique entre les deux points est donc égale à 1/2 de m fois v final au carré. Puisque la question c'était exprimer, donc exprimer ça veut dire, je rappelle, hein, c'est donner l'expression littérale. Ensuite, exprimer, donc pareil, donner l'expression littérale de la variation d'énergie potentielle de pesanteur au cours du mouvement, en notant grande H à la hauteur de la plus grande descente. Alors comment faire? Donc delta de EP, on va chercher, donc ça sera EPP, puisque c'est l'énergie potentielle de pesanteur du point B, moins EPPA, et là on applique la formule. La formule dit que c'est égal à m fois g fois zb final moins za initial. Et zb étant plus petit que za, ben là forcément la hauteur elle est négative, d'où moins mg fois h. Voilà l'expression littérale de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Question 3, pour finir, appliquer le théorème de l'énergie mécanique au train et en déduire la hauteur h. Vous voyez, on en déduit une distance. Alors, donc déjà, moi, pour appliquer le théorème de l'énergie mécanique, j'ai besoin de connaître le travail des forces. Donc je précise mon système. Le système, c'est le train, assimilé à un point matériel. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Et au cours de la chute, le train est soumis finalement à deux forces, puisqu'il n'y a pas de frottement, on avait dit. Il y a le poids, mais le poids c'est une force conservative, et la réaction des rails, qui est une force non conservative, puisque cette force étant orthogonale au déplacement, elle ne travaille pas. Et alors donc, si cette force ne travaille pas, le poids c'est une force conservative. Alors qu'est-ce qu'on sait d'après le théorème de l'énergie mécanique? On sait que delta de EM, qui est égal à EMB moins EMA, c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Mais si on regarde, on n'a aucune force non conservative puisqu'on n'a pas de frottement. Donc ça veut donc dire que la somme des travaux des forces est égale à 0. Donc on a delta de EM égale EMB moins EMA égale à 0. L'énergie mécanique se conserve. Mais qu'est-ce que c'est que la variation de l'énergie mécanique? On sait que c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et cette somme est égale à 0. Alors comme on les a déjà calculés, delta de EC c'est 1/2 de m fois v final au carré. Delta de EP c'est moins mg fois grand H. J'en déduis cette formule-là. Je rappelle que l'on cherche grand H. Donc il faut isoler ce terme-là. On le fait passer à gauche. J'oublie pas de simplifier le m et le m. Et il va me rester que grand H, si tous les calculs faits, ça sera donc égal à la vitesse finale au carré divisé par 2 fois g. On remplace et on trouve 77 mètres. Voilà un exercice d'application qui illustre un petit peu tout ce qu'on vient de faire. Maintenant, on passe à l'énergie électrique. Alors l'énergie électrique, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Déjà, quels sont les porteurs de charge? Dans un circuit électrique, dans un conducteur métallique, ce sont les électrons qui sont négatifs. Je rappelle que la charge d'un électron se note E, et E c'est égal à 1, enfin si c'est en négatif, ça sera moins 1,6 fois 10 puissance, alors j'ai un peu de mal avec la souris, fois 10 puissance, alors ça sera toujours donné ça, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà, ça c'est la valeur de la charge électrique élémentaire, la charge d'un électron. Dans un électrolyseur, ici c'est le symbole d'un électrolyseur, on aura des ions positifs ou des ions négatifs. Donc ces ions en fait sont un multiple de la charge élémentaire, on appellera ça Q. Q, ça sera donc égal à au nombre de fois la charge élémentaire d'un électron. Donc ça sera N fois E. Donc cette charge se mesure, comme on le voit ici, en coulombs. Et donc, on va pouvoir définir le courant électrique, l'intensité du courant, sachant que l'intensité du courant, ça correspond finalement à un flux. Ça peut être un flux d'électrons. Donc plus le flux d'électrons est important, plus l'intensité du courant sera importante. Donc je rappelle que l'intensité du courant se mesure en ampères. Et comme c'est un flux, c'est quoi un flux? C'est la quantité d'électrons ou la quantité de charge qui circule par unité de temps. Donc ça se notera Q, la charge en coulombs, divisé par delta T, le temps d'écoulement. Donc des coulombs divisé par des secondes, ça nous donne des ampères. Donc voilà pour la première notion. Alors au niveau du courant, il y a une dernière chose à savoir,
c'est qu'ici, par exemple, on a un générateur. Le générateur, il y a toujours, vous voyez, une pile, par exemple, ici, avec la borne plus, la borne moins. On sait que le courant part toujours de la borne plus du générateur et revient à la borne moins. Alors ce courant, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Parce que le courant a été choisi par convention comme étant le sens inverse de celui des électrons. Ce qui fait que les électrons, eux, ils partent de la borne moins et reviennent à la borne plus. Et le courant donc, va donc forcément dans le sens inverse. Voilà. Donc ensuite, il faut définir ce qu'on appelle une source de tension continue. Alors il y a deux cas possibles. Il peut y avoir une source idéale, mais c'est très rare, hein, une source idéale de tension. Alors une source idéale, sa caractéristique, ça sera la courbe rouge. C'est-à-dire qu'on aura U égale constante. Et cette constante, on l'appellera grand E. Alors ça se mesure aussi en volts, un grand E. Et c'est ce qu'on appellera la force électromotrice du générateur. Donc dans ce cas-là, on dit que le générateur n'a pas de résistance interne. Et son symbole, ça se représentera par un rond comme ça, le fil du circuit. Et là, la convention générateur dit que, comme on a un générateur, le sens du courant, on voit qu'il part du plus vers le moins, la tension aux bornes de ce générateur, le symbole de la tension, c'est une flèche qu'on appelle U à côté, et le sens de la flèche de U doit être dans le même sens que le sens de la flèche de I. C'est ça qu'on appelle la convention générateur. Donc un générateur idéal se représente par un rond qui a pour force électromotrice grand E, et sa tension est dans le même sens que l'intensité. Voilà ce que c'est qu'une source idéale de tension, mais c'est très rare. La plupart des sources de tension qu'on connaît, c'est-à-dire nos batteries, les piles par exemple, ce ne sont pas des sources idéales, ce sont des sources réelles de tension continue. Alors une source réelle, c'est un petit peu différent d'une source idéale, c'est-à-dire qu'une source idéale, il y a une force électromotrice. Par contre, une source réelle, en plus de cette force électromotrice là, on va rajouter une petite résistance interne qu'on appellera petit r. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir symboliser une source réelle de tension. C'est-à-dire qu'on aura le rond, la force électromotrice, et petit r, la résistance interne. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Si on doit tracer ce qu'on appelle la caractéristique de la source réelle de tension, je rappelle qu'une caractéristique, c'est toujours le graphique de la tension en volts en fonction de l'intensité en ampères. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que si l'intensité dans le circuit augmente, ça fait chuter la tension en bande du générateur. Et donc le coefficient directeur, la pente ici, qui correspond à cette chute de tension, ça correspond à petit r. Et petit r, c'est ce qu'on a ici, c'est la résistance interne. Mais cette résistance, elle est décroissante, on voit. Comme elle est décroissante, on écrira ça moins petit r pour bien montrer que la pente est décroissante. Et là, on a bien une fonction affine. C'est-à-dire que c'est quoi une fonction affine? C'est du style y égale ax plus b, ou alors plutôt b moins ax dans ce cas-là. Alors l'ordonnée à l'origine, le b, c'est grand E, et le petit a, c'est-à-dire la pente, ça sera ici moins petit r. Je rappelle que moins petit r, c'est une résistance en ohms, U et E, c'est en volts, I, c'est en ampères. Donc voilà le symbole d'une pile. Donc une pile, c'est un générateur finalement. Le sens de la tension U et le sens du I sont les mêmes. Une pile se représente comme ceci, grand E, petit r. Ou alors, on peut le représenter comme on a fait ici. On fait un rond pour présenter la force électromotrice, une petite résistance R en série, et on a notre tension U, le courant I, et voilà comment on va modéliser une source réelle, qui est donc l'association d'une source idéale de tension et d'un conducteur ohmique. Et donc, plus la résistance petit r sera grande, plus la chute va être importante. Voilà ce qu'il y a à retenir sur les caractéristiques d'une tension continue. Donc ça, c'est pour un générateur. Si on a par exemple un récepteur, je rappelle qu'un récepteur, c'est par exemple une résistance, donc je la dessine comme ceci. Si le courant circule dans ce sens-là, mettons, voilà, ça c'est le sens du courant, et dans la convention récepteur, la tension, mettons qu'on a la borne A, la borne B ici, la tension en bande de la résistance, elle se dessinera comme ceci. On aura la tension U, on commence toujours par la première lettre, ici ça s'écrira donc UAB. Donc comme c'est un récepteur, le sens de la tension et le sens du courant sont dans le sens contraire, vous voyez, c'est vraiment l'inverse du générateur.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la résistance aussi? Bah, en fait, c'est la fameuse loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi d'Ohm? Bah, elle dit que UAB, c'est R fois I. Alors ça, grâce à ça, on pourrait aussi représenter une caractéristique qui représente cette relation. C'est-à-dire que UAB, c'est en ordonnée, I, c'est en abscisse, et là, on voit bien qu'on a une fonction linéaire. Donc, si on a une fonction linéaire, qu'est-ce qu'on pourrait tracer? Ben, on pourrait tracer quelque chose comme ça. Le coefficient directeur de cette fonction linéaire, ben, c'est grand R. On a UAB en ordonnée et on a I en abscisse. Donc voilà, la caractéristique d'un récepteur, la caractéristique d'une résistance. On avait vu en TP que le point d'intersection là, entre le générateur et le récepteur, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Voilà. Alors, maintenant qu'on a défini tout ça, on va parler des énergies et des puissances. Alors déjà, bien savoir à peu près un ordre de grandeur des différentes puissances. Savoir que votre smartphone, c'est à peu près 1 watt de puissance. Une calculatrice, c'est 1 milliwatt. Des LED, on monte à peu près à 10 watts. Votre ordinateur portable, c'est à peu près 100 watts. Après, on monte un petit peu en watts lorsque vous avez un radiateur chauffant, par exemple, c'est 10 puissance 3 watts. Et enfin, les plus élevés, c'est les centrales nucléaires où on a à peu près 10 puissance 9 watts. Donc bien connaître à peu près ces valeurs de puissance. Alors c'est quoi une puissance? Une puissance, comme on le voit, ça se mesure en watts. Et la puissance électrique que va recevoir par exemple votre smartphone, bah, c'est égal au produit U fois I. U est en volts, I est en ampères, et des volts multipliés par des ampères, ça donne des watts. Alors après, c'est aussi intéressant de connaître non pas la puissance électrique, mais l'énergie électrique. Ça peut être l'énergie électrique produite ou l'énergie électrique reçue. Alors cette énergie électrique, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est la puissance multipliée par le temps d'utilisation. Donc le temps delta T se mesure en secondes, la puissance en watts, et comme c'est une énergie électrique, on l'a vu tout à l'heure, une énergie se mesure toujours en joules. Alors maintenant qu'on sait la définition d'une puissance, on va pouvoir l'appliquer. L'appliquer généralement à ce qu'on appelle un convertisseur. Alors on en a vu plusieurs des convertisseurs. Donc un convertisseur, ça se note par définition dans une sorte de petit ovale. Et ça veut dire qu'on va pouvoir partir d'une puissance qui va rentrer dans le convertisseur, la puissance d'entrée, on appelle ça la puissance fournie. Et cette puissance fournie va se conserver, mais va se transformer grâce au convertisseur. Elle va se transformer d'une part en puissance exploitable, on appelle ça aussi puissance utile, on avait dit, mais aussi en puissance dégradée. On peut dire aussi puissance perdue par effet Joule. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un bilan de puissance, c'est-à-dire que la puissance qui arrive, elle est égale à la somme des puissances qui ressortent. Donc la puissance d'entrée est donc égale, la puissance de fournie est égale à la puissance utile exploitable plus la puissance dissipée par effet Joule dégradée. Alors, comme on va parler de la puissance dégradée, je vais rebondir un peu dessus, puisqu'une source réelle de tension, on a dit qu'il y avait une résistance interne non nulle. Et ça veut donc dire que si la résistance est non nulle, c'est qu'il y a forcément des pertes par effet Joule dues à cette résistance, qui va produire un échauffement durant le fonctionnement. Et c'est cette puissance dissipée ou cette énergie perdue qui va faire baisser votre rendement. On va voir le rendement tout à l'heure. Alors le rendement, justement, on arrive, c'est quoi? Ça se note état. C'est un nombre compris entre 0 et 1, ou si on multiplie par 100, ça va de 0 à 100%. Et c'est toujours le rapport de la puissance utile, puissance exploitable, sur la puissance d'entrée, la puissance fournie. Mais on peut très bien écrire, au lieu de parler de puissance, on peut très bien parler d'énergie. Ça peut être aussi l'énergie utile, donc l'énergie utile, sur énergie petit f d'énergie fournie. Voilà, on peut très bien avoir un rapport, donc soit des watts sur des watts ou des joules sur des joules. Ça donne le rendement. Alors je vais rebondir sur l'effet Joule. L'effet Joule, il est dû à une résistance. S'il y a une résistance, on avait dit que on sait qu'au bord d'une résistance, la tension c'est U égale RI. Mais on sait aussi que la puissance, c'est P égale U fois I. Mais si U égale RI, je peux remplacer le U là par RI. Et si je remplace, ça va faire RI fois I, ça va faire RI carré.
Et ensuite, si je veux l'énergie, il suffit de multiplier RI carré par delta T, on aura l'énergie perdue, consommée pendant ce temps delta T. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus l'intensité est grande, plus la puissance perdue va être grande. Donc c'est pour ça que si l'intensité est très élevée dans un circuit, ça veut dire que si le circuit possède une résistance, la puissance perdue va être très importante. Alors en fait, cet effet Joule, il peut être désiré ou pas désiré. C'est-à-dire que si on veut l'utiliser pour une bouilloire, hein, on va utiliser une résistance assez importante, mais on va utiliser un courant important qui permettra d'avoir une puissance dissipée importante, par exemple pour faire chauffer de l'eau. Là, c'est vraiment désiré. Par contre, si on ne veut pas que ce soit désiré, il faudrait que la résistance soit petite, pour avoir un courant, même si le courant est fort, pour avoir une puissance perdue très peu élevée, ce qu'on peut avoir dans des fils par exemple. Et c'est ce qui va se produire dans des fils, et ça va créer un petit échauffement. Donc voilà ce qu'on appellera les pertes par effet Joule. Voilà, donc si on parle d'énergie par exemple fournie, donc l'énergie fournie, ça peut être fournie par un générateur, et là mon dipôle, il reçoit une puissance consommée, UAB fois I, donc c'est ce qui va produire au final. Donc si je dois calculer par exemple à partir de ces deux formules mon rendement, le rendement c'est donc puissance utile sur puissance fournie. Donc par exemple ça peut être la tension que la résistance va délivrer sur la tension qui sera fournie, donc la tension UPN par exemple. Donc, puisque le I et le I s'éliminent, on peut avoir un rapport de... Alors je vais reprendre par exemple, je vais rebondir sur la formule de tout à l'heure. On a dit qu'un générateur ou une pile par exemple s'écrivait U. Alors je reprends ici, UPN égale E moins RI. Donc je reprends la formule de la tension aux bornes d'un générateur. Maintenant, cette formule, si je la multiplie par I, on vient de voir que on obtenait une puissance. Donc ça veut dire que UPN fois I, donc UPN fois I, c'est égal à, je multiplie tout par I, donc ça fera E fois I, plus, moins, R fois I carré. I au carré. Et là, j'ai donc des puissances. Là, j'ai la puissance. Alors, c'est quoi toutes ces puissances? Je vais essayer de les mettre d'une certaine façon. Je vais avoir le E fois I que je vais isoler, qui sera donc égal à UPN fois I, donc le moins RI carré, je le fais passer de l'autre côté, donc il devient plus RI carré. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? E fois I, c'est quoi? C'est la force électromotrice multipliée par I. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la puissance fournie. La puissance fournie par la pile. C'est E fois I. UPN fois I, c'est la tension qui sera utile pour le circuit. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé donc PU, puissance utile. Et RI carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est la puissance dissipée par effet Joule. J'appelle P indice D. Voilà mon bilan de puissance aux bornes d'un générateur. Et si on me demande de calculer le rendement, on sait que c'est puissance utile sur puissance fournie, c'est-à-dire UPN fois I divisé par E fois I. Le I s'élimine et il va me rester, on le revoit ici par exemple, UPN divisé par E. Et voilà le rendement de ma pile. Donc pour un convertisseur, il faut toujours procéder comme ceci. Voilà, c'est un exemple d'application. Alors je termine par un dernier exercice pour illustrer. Donc si j'ai une pile dont les caractéristiques sont 9 volts pour la force électromotrice, petit r 5 ohms, elle débite un courant de 20 mA lorsqu'elle est branchée en série avec une résistance R ici et une DEL bleue. La tension en bande de la DEL, on vous dit, est de ici 3,2 volts. Donc qu'est-ce que je sais déjà au départ? Je sais que la tension de mon générateur, je la dessinerai comme ça. Pardon, je vais prendre
je reviens en arrière, voilà. Donc la tension de mon générateur, je la dessine par une flèche. Alors maintenant, ma flèche, je la dessine dans quel sens? On a dit que comme c'est un générateur, on choisit le sens de la tension dans le même sens que l'intensité. Donc comme ça commence par la lettre P, enfin, la flèche est dirigée du côté de P, donc on aura donc la tension UPN. Voilà, j'ai un peu de mal avec ma souris, pardon. Ensuite, la tension aux bornes de la DEL. La tension aux bornes de la DEL, je la dessine comme ça. Mais comme la DEL c'est un récepteur, ma tension va se dessiner comme ça. Dans ce sens-là, puisque comme on a un récepteur, la tension U est dans le sens opposé au vecteur, à l'intensité. Donc voilà ce que j'ai. Donc ça sera donc ce qu'on appellera UAB, puisque la flèche est dirigée du côté du point A. Donc là, j'ai bien UAB. Voilà. Alors on me demande de faire quoi? On me demande de calculer la valeur de la tension aux bornes de la pile, sachant que j'ai une force électromotrice de 9 volts et de 5 ohms. Ben, qu'est-ce que je sais? J'applique la formule UPN égale E moins RI. Le courant fait 0,02, la résistance 5 et la force électromotrice 9. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. On trouve, lorsque l'intensité vaut 0,02 ampères, on trouve 8,9 volts. Ça, c'était pour la première question. Deuxième question, eh ben, moi, ce que je veux connaître, c'est quoi? C'est ça. C'est la tension aux bornes de la résistance. Donc la tension aux bornes de la résistance, comment je vais la dessiner? Je vais la dessiner comme ça. Le courant monte vers le haut, donc la tension aux bornes de la résistance c'est un récepteur, donc je la dessine comme ceci. Donc la flèche vers le bas. Et là, ça s'appellera U, je pourrais l'appeler UBN, puisqu'elle démarre du point B. Alors voilà, c'est ce qu'on demande de chercher, la tension UBN aux bornes de la résistance, ainsi que la valeur de cette résistance. Donc là, j'ai deux questions. Alors comment faire? J'applique la loi des mailles. Donc qu'est-ce qu'elle dit, la loi des mailles? Elle dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions des autres dipôles. Donc si je reprends mon circuit, UPN, c'est UPA, c'est un fil, plus UAB, plus UBN. Je fais la somme des tensions. C'est ça qu'on appelle la loi des mailles. Et donc, comme la tension d'un fil, elle est nulle, il reste que la tension aux bornes de la DEL, plus la tension aux bornes de la résistance, puisque la tension du fil est nulle. Donc si je veux UBN, UBN c'est quoi par définition? UBN c'est égal à UPN moins UAB. UPN on vient de trouver 8,9 volts et UAB c'est donné, c'est 3,2. Donc par définition je trouve que la tension aux bornes de la résistance c'est 5,7 volts. Et maintenant on me demande la résistance. Et là j'ai trouvé la tension aux bornes d'une résistance. Je connais la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que UBN égale RI. Donc R égale UBN sur I, c'est-à-dire 5,7 sur le courant qui n'a pas changé depuis tout à l'heure, qui vaut 0,02. Et ça me donne la valeur de ma résistance en ohms. Voilà pour la deuxième question. Et enfin, troisième question, on vous demande de déterminer l'énergie électrique fournie par le générateur dans le fonctionnement de 10 minutes. On connaît le temps delta T. Et on vous demande après, une fois qu'on a l'énergie électrique, d'en déduire la charge électrique qui a circulé pendant cet intervalle de temps. Alors on va répondre à ces deux questions. L'énergie électrique, par définition, on vient de le dire, aux bornes de la pile, c'est la puissance de la pile multipliée par delta T. Mais la puissance d'une pile, c'est UPN fois I. UPN, c'est 8,9, I, c'est 0,02. Donc la puissance de la pile, ça fait 1,8 10-1 watts. On multiplie ça par delta T. On a dit que delta T, c'était 10 minutes. Mais si on doit mettre en secondes, on n'oublie pas de multiplier par 60, puisque delta T est toujours en secondes. Et là, on passe des watts au joule et on trouve 1,1 10 puissance 2 joules. Donc là, j'ai l'énergie aux bornes de ma pile. Et enfin, on me demande la charge électrique qui a circulé pendant 10 minutes. Je rappelle que la charge électrique, on peut la déterminer par rapport à I, puisque I, on avait dit tout à l'heure que c'était Q sur delta T. Donc Q égale I fois delta T. Donc I, c'est 0,02, delta T, c'est 10 fois 60, ce qui fait qu'on a une charge de 12 coulombs qui a circulé pendant les 10 minutes. Donc voilà par exemple un exercice d'application sur la partie énergie électrique. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'il faut savoir par cœur? L'expression d'énergie cinétique, le travail d'une force constante, le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il faut apprendre par cœur dans le deuxième chapitre? Qu'est-ce que c'est qu'une force conservative? L'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, la définition de l'énergie mécanique, la définition du théorème de l'énergie mécanique.
Et enfin, pour le dernier chapitre, le lien, comme on vient de le voir, entre l'intensité du courant électrique et le débit de charge, la définition de l'effet Joule et l'expression de la puissance, Joule, le modèle du générateur réel, le lien entre puissance-énergie, et enfin, la définition du rendement d'un convertisseur. Voilà en gros tout ce que vous devez savoir pour le contrôle de la semaine prochaine.